Hi, this is Kala. I am here with GLTV, and you need to follow us because we are going to inform you on everything that's happening. So follow GLTV, and thank you guys for having me. Hello tout le monde, c'est Gianni pour GLTV. Je vous dis à bientôt. Mouah. Bonsoir, Blaise Matuidi sur GLTV. Ok, c'est Hiro sur GLTV et nulle part ailleurs. Dans notre communauté, nous avons des perles. Nous avons des personnes qui sont vraiment excellentes et qui excellent dans leur domaine. Et c'est dommage de ne pas en profiter, c'est dommage de ne pas faire prospérer notre pays avec tous ces diamants que nous avons entre les mains. Donc voilà, donc le collectif Main Propre, c'est une plateforme en fait. Hein. C'est une plateforme où tout le monde est le bienvenu, pour autant que ces personnes aient une probité morale. Parce qu'on n'est pas là pour son intérêt, on est là pour l'intérêt de la RDC. C'est ça que nous voulons, parce que nous voulons que le pays redevienne ce qu'il était, un pays prospère, comme elle a dit, elle a parlé de prospérité. C'est ça que nous voulons. Nous voulons retrouver notre belle image, nous voulons être à nouveau le centre. Parce que le Congo, le Zaïre, le Congo a longtemps été le centre. Donc je crois qu'avec ce que nous disons aujourd'hui, venez adhérer au collectif, parce que ce n'est qu'une première étape, c'est vraiment pour vous faire comprendre ce que nous voulons faire. Adhérer au collectif, ça circule, mettez-moi votre domaine de compétences pour que je sache dans quelle partie vous pourriez éventuellement prendre part. Donc il ne s'agit pas seulement de parler ici, hein. Il s'agira plus tard de mettre en place des actions où vous serez acteur. Parce que comme je dis, il se passe quelque chose d'abominable chez nous au Congo et pour le moment nous sommes spectateurs. Donc il est temps de changer de côté et de passer de l'autre côté de l'écran et d'être maintenant des acteurs nous-mêmes, que nous soyons vraiment les personnages de ce qui se déroule. Donc dans les anciennes sociétés africaines, on avait pour coutume souvent de réunir des femmes pour qu'elles puissent trouver des solutions à des conflits que pouvaient connaître les sociétés, que pouvaient connaître les nations, voire parfois même les empires. Et donc, vous voyez donc que l'éducation de la fille était vraiment très importante. Et pour nous, une fille qui n'était pas éduquée ne pouvait pas participer au bien-être de la société, ne pouvait pas participer au bien-être de la famille, ni au bien-être de la nation, ni au bien-être de tout un empire, par exemple. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate que l'éducation de la fille est vraiment réduite à néant dans notre magnifique pays qui est le Congo. Et c'est vraiment très dommage. Lorsque les Occidentaux sont venus, ils ont vu que nous étions bien organisés, que nous ne manquions de rien. Mais nos territoires les intéressaient parce que nos territoires regorgeaient d'or, nos territoires regorgeaient de diamants, nos territoires regorgeaient de toutes sortes de richesses. Et il fallait à ce moment-là pouvoir nous amener des choses qui pouvaient nous séduire pour que nous puissions leur céder nos territoires. Et notamment ce que les Occidentaux nous ont emmenés, ils nous ont séduits plutôt avec la modernisation. Donc ils sont venus, ils nous ont montré un aspect de leur modernité, normalement que nous ne devions même pas envier, mais que les dirigeants de ce grand empire Congo ont petit à petit commencé à admirer. Et l'un des éléments importants que les Occidentaux ont emmené, c'était la religion. Parce qu'à travers la religion, ils ont réussi à introduire un processus d'acculturation. Donc petit à petit, on s'est éloigné de notre spiritualité. Parce qu'il faut savoir que l'Africain n'a jamais été polythéiste comme on peut nous le faire comprendre aujourd'hui. Oui, qu'en Afrique il y avait plusieurs dieux, que les Occidentaux sont venus pour nous recadrer, pour nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est faux. L'Africain a toujours été monothéiste. Le concept du Père, du Fils, du Saint-Esprit est un concept vieux comme le monde, c'est un concept qui est né en Afrique. Donc nous n'avions pas besoin que l'on vienne nous montrer ce concept-là, nous apprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le salut peut arriver à travers le Fils de Dieu, etc. C'est des concepts qui existaient déjà dans nos sociétés. Mais comme les Occidentaux sont venus nous présenter les choses autrement, en nous montrant des choses matérielles que nous ne possédions pas, mais qui en réalité avaient moins de valeur que ce que nous possédions, nos dirigeants, petit à petit, ont commencé à céder. Et c'est comme ça que, finalement, nous avons perdu nos valeurs, nous avons perdu notre spiritualité. On analyse la situation au Congo, on regarde, et on se rend compte qu'au-delà même de la politique, il y a une chose qui est importante, et c'est une chose qu'on ne parle pas assez, enfin, où on ne veut pas assez en parler, c'est que, surtout à l'heure actuelle, c'est que le premier opposant de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la misère.
Et notre jeunesse, je pense que notre jeunesse de la diaspora et celle du pays doit combattre cette misère. Parce que cette misère a un impact direct sur la population qui, je pense aujourd'hui, je peux le dire, souffre de tous les maux possibles et imaginables. Bon, je ne dirais pas que la politique n'est pas un des symptômes à cette misère, mais d'un autre côté, je pense que la jeunesse congolaise, et d'ailleurs tous, on doit prendre conscience de nos devoirs et de nos responsabilités. Et je suis contente vraiment de passer après Natou Sakongi qui nous a fait un bon résumé historique, parce que c'est un très grand résumé. Mais nous avons un devoir de s'informer du pays d'où on vient, de s'informer d'un point de vue historique, parce que notre histoire est la base de notre identité, c'est notre patrimoine culturel, et en elle-même, elle constitue une force. Il y a un vieil adage qui dit, et je suis sûre que vous le connaissez, qui dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je fais partie de ces personnes qui sont intimement convaincus que quand on a une image, quand on a une vision claire, réelle et objective de son histoire, ça nous permet de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Je pense qu'il faut s'informer aussi d'un point de vue géographique, parce qu'on a un pays qui est énormément vaste, qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres. Ses sous-sols regorgent de richesses, sa faune et sa flore est différente dans différents coins du pays. Et justement, c'est ces endroits différents, ces endroits inconnus qu'il nous faudrait développer. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur Kinshasa, sur Beni, enfin, avec tout ce qui se passe, bien sûr au Kivu, et maintenant le Kasaï. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des tragédies dans ces villes pour réagir, pour se rendre compte que oui, il faut aider la population. Je pense que de nous-mêmes, on peut se rendre compte de nos capacités et se dire, voilà, j'ai un pays, il est vaste, allons à la découverte du pays. Les Mounélés ici adorent, les Blancs adorent faire des expéditions, aller visiter des pays. Et je pense que nous, les jeunes, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce que le gouvernement, ce que je demanderais vraiment, si on pouvait m'écouter, au gouvernement congolais, d'organiser des visites un peu touristiques pour que les jeunes puissent se rendre compte, en fait, du pays et de la richesse de la richesse de notre pays. Ce soir, Yaelena m'a demandé de vous faire un résumé, un état des lieux de la politique au Congo actuellement. Vous faire un état des lieux de la politique au Congo actuellement, c'est un sujet très vaste qui englobe beaucoup de domaines comme économique, humanitaire, social et culturel, tous les domaines de la société. Donc ça peut nous prendre plusieurs heures, donc je vais essayer de résumer et de vous donner les grandes lignes. S'il y a des questions que je suis en mesure de répondre, j'y répondrai volontiers. Donc, pour vous faire un résumé ou un état des lieux de la situation, de la crise politique que traverse la RDC actuellement, je suis obligée de remonter avec vous en 1994. Ce qui se passera chez notre voisin et non au Congo, en 1994 chez notre voisin, le petit pays Rwanda, sera décisif par rapport à la crise que connaît le Congo encore jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de femmes ne connaissent pas le rôle qu'elles ont eu à jouer par le passé. Il faut que la femme congolaise apprenne à réapproprier son histoire. Parce que la femme congolaise, comme elle a si bien expliqué, était une reine, elle dirigeait la famille. Et malheureusement, elle a perdu ce rôle-là au fur et à mesure que l'histoire évoluait, comme tu l'as si bien expliqué. Et tu as souligné aussi l'aspect de l'éducation. Effectivement, je pense que l'enjeu de la femme politique doit vraiment s'impliquer dans l'enjeu de l'éducation de la femme et aussi spécifiquement de la jeunesse, parce que j'ai vu aussi que ma jeune fille ici aussi, l'éducation est aussi importante pour l'évolution de notre société, la société du Congo. Je pense que ce sont des enjeux où vraiment on doit s'impliquer, l'éducation. Et par rapport à la femme, il faut vraiment aussi s'impliquer parce que pour qu'on puisse aider la femme congolaise à réapproprier son rôle, son espace, il faut absolument que nous luttons, nous les politiques qui sommes ici, nous aidons nos consoeurs qui sont là-bas au Congo pour qu'elles puissent militer, pour qu'il y ait une représentativité des femmes dans tout le système décisionnel et dans la sphère publique. Parce que malheureusement, ce qu'on remarque, que les femmes sont très peu absentes, malgré que le Congo, la RDC et le Zaïre avaient signé beaucoup de textes
il y a beaucoup de textes qui ont été signés, ratifiés par le Congo, tous des textes internationaux, mais malheureusement, on voit qu'il y a vraiment une timidité dans l'application de ces textes-là dans la réalité au Congo. Par exemple, si je prends l'exemple de la SADC, il y avait une loi à la SADC qui visait qu'on puisse atteindre 50% de femmes dans la sphère publique, mais jusqu'à maintenant, elles ne sont pas du tout. Si je regarde dans l'Assemblée nationale, elles sont à 8,90%. Au Sénat, 4,60%. Et dans le gouvernement, 13,5%. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Il faut vraiment se battre à ça. Parce que je vois que la RDC signe facilement des accords internationaux avec beaucoup d'entrain, mais a du mal à les appliquer. Quand je dois rebondir, par exemple, parce que je rebondis maintenant sur l'éducation que j'avais expliqué tout à l'heure, la RDC aussi avait promis aussi justement de pouvoir atteindre l'alphabétisation, de réduire l'analphabétisation des femmes 10% par an. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu réduire cela. Comme elle a si bien expliqué, nous sommes à un taux de 42% d'analphabétisation chez les femmes, alors que chez les hommes, ce n'est que 17,5%. Alors je vous demande vraiment d'aller lire ce document qui est vraiment très important. Malheureusement, je n'ai pas pu amener parce qu'il y a vraiment au moins 50 pages. La stratégie nationale pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de 2012 à 2016-2020. Hein, c'est vraiment important de lire ça, c'est très très important. C'est quoi quand on parle de l'éducation non formelle? C'est l'alphabétisation. Parce qu'il y a aussi l'éducation, hein, mais aussi formelle, et puis l'éducation non formelle. Bon, pour dire en gros que la RDC spécialiste a signé des traités, mais ne respecte pas cela. Je pense que nous, en tant que femmes, justement, et je pense que dans ce collectif, il faudra aider les femmes qui sont là-bas sur place à pouvoir les aider justement à arriver à promouvoir justement la réalisation des traités dans la réalité. Parce que si Bolivar a eu l'appui des Haïtiens, c'est parce qu'ils lui ont posé comme condition que partout où il ira, il a été partout en Amérique latine, on a chanté les chansons de Kimpa Vita. Et je vous rappelle que c'est cette troupe de Kimpa Vita qui a vaincu Napoléon avant Waterloo. C'est parce qu'on a posé la condition du principe de la liberté, de l'abolition de l'esclavage, que donc on a soutenu Bolivar pour libérer toute l'Amérique latine. Qu'est-ce que je veux dire? Si je suis venu, c'est parce que j'ai ressenti votre appel comme un cri de combat. Il est clair que quand la femme se lève en Afrique, là tu le sais bien, quand la femme se lève au combat, ce combat est victorieux. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu aussi parce que quand j'ai vu les mains propres, j'ai pensé à ceci. Lorsque les Portugais sont arrivés dans le royaume du Congo, lorsqu'il fallait faire en sorte que le noir travaille bien, lorsqu'il fallait mater le taureau, donc le travail de la veille, on faisait le matabiche. On a introduit la corruption, le matabiche, le matador, comme étant un système qui permettait de contourner, d'aller n'importe où. Et le ver corrupteur, le ferment corrupteur, c'est ça qui est à la base de la décrépitude, de la fin de notre système politique dans toutes ses formes. En manière telle que quand vous dites main propre, moi ça m'arrange. Oui. C'est-à-dire que c'est un mouvement de combat, c'est un mouvement intellectuel. Intellectuel dans le sens où, me semble-t-il, vous venez avec un cri qui dit « Oui, mais on va repartir des fondamentaux, on va partir des valeurs essentielles, on va remettre les choses en place. » La femme retrouve sa place. Mais en même temps, l'homme, la vie retrouve sa place. Voilà pourquoi moi je suis venu. Comment comptez-vous procéder ici dans la diaspora afin de réunir les Congolais? Bon, parce que c'est bon, nous on est dans un milieu intellectuel, tous les gens qui sont ici ont été sur le banc de l'école,
Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment vous joindre. Comment est-ce que vous allez procéder afin de les atteindre? Est-ce que vous allez passer sur Matongué, commencer à partager des flyers? Comment est-ce que vous allez évoluer? Bon, pour répondre tout de suite, non, c'est moyen de communiquer nos intentions. Parce que je sais que l'attente ne vient pas seulement des intellectuels, comme on dit, l'attente vient de tout le monde. C'est tout le monde qui veut s'en sortir, c'est tout le monde qui veut que la RDC sorte de ce marasme politique, économique, social, culturel, parce que là, on est étranglé. Et vraiment, je pense que parfois même, on peut peut-être même avoir honte de dire qu'on est congolais, tellement que c'est plus possible, la situation qu'on supporte, que nous supportons. Non, on est ici vraiment pour, c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir vos coordonnées, pour les personnes qui veulent entrer dans le collectif et jouer un rôle, vraiment, elles sont les bienvenues. Donc on va s'asseoir et on va continuer, on va avancer certes petit à petit, mais nous allons avancer parce que ce n'est pas des paroles en l'air, tout ça va être mué en action. Donc c'est pourquoi je veux des personnes qui ont la volonté de faire quelque chose. On n'est pas ici pour juste échanger, hein. On est ici pour trouver des pistes de solutions et des actions concrètes. Donc si tu as un moyen, toi par exemple, pour pouvoir toucher tout le monde, et que tu penses que c'est par toi ou par ton le canal, je ne sais pas, de la Web TV, justement que tout le monde regarde et écoute, peut-être que ça peut nous aider aussi à faire passer le message que nous voulons faire passer. Donc voilà, donc nous sommes ouverts ici, nous sommes ouverts à toute proposition, nous sommes ouverts vraiment à ce que vous nous apportiez aussi vos idées et comme l'a souligné d'ailleurs aussi Nicole tout à l'heure, et que voilà, si vous avez des actions, vous voulez qu'on entreprenne, voilà, on est là pour ça, on ouvre les portes et on vous demande de nous rejoindre tout en étant évidemment. Est-ce qu'il y aura que des femmes? Non. Il n'y a pas que des femmes. Non. Okay. C'est les femmes qui lancent, comme je l'ai dit, mais tout le monde suit.